pour faire évoluer votre organisation et ses pratiques managériales, et également un programme d'accompagnement autour de la transformation digitale. Voilà nos chiffres clés. Donc globalement, nous avons un nombre important d'entreprises qui ont été accompagnées, autour de 5000, un peu moins en 2021. Ce qui a pour effet en fait d'avoir créé beaucoup d'emplois, plus de 5000 emplois sur le territoire, ce qui n'est pas négligeable. Et également, en 2021, nous avons accéléré sur le nombre d'événements organisés en Occitanie. Ça a un petit peu baissé du fait du Covid en 2021, mais voilà, on est sur une dynamique assez importante. Je vais passer maintenant la parole plutôt à Bruno, qui va nous parler de la 5G, du contexte de la 5G, et de donner quelques éléments par rapport à ceci. Je te laisse la main, Bruno. Merci Frédéric. Est-ce que vous m'entendez fort et clair? Oui. C'est bon? C'est bon. Ok, donc merci à Frédéric, merci à Sophie pour avoir monté effectivement ce webinaire. Et puis merci aux 3 entreprises qui ont bien accepté de jouer le jeu et de nous accompagner sur cet exercice. Donc la région Occitanie, c'est une très très belle région que je connais bien. Donc j'ai choisi pour illustrer la page de gare de Le Pont des Catalans. Ça permet de faire le lien entre les Toulousains et des Méditerranéens que je suis. Donc je risque d'être un peu bavard en tant que bon Méditerranéen. Donc Frédéric, tu n'hésites pas, ou Sophie, vous n'hésitez pas à faire les gardiens du temps et vous m'interrompez au cas où. Donc Frédéric, si tu veux bien, voilà, slide suivant. Ok. Donc, quand on parle de 5G, j'ai l'habitude de commencer par ce slide qui est à la fois très très explicite et un petit peu trompeur. Alors, il est explicite effectivement, puisque quand on parle 5G, à l'esprit de tous vient la notion de débit et de montée en débit des réseaux. C'est effectivement vrai, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce slide, il est également très, très intéressant parce qu'en fait, vous avez à l'écran affiché les différentes technologies, les différentes générations de réseaux mobiles cellulaires qui se sont succédés depuis, alors je ne vais pas être méchant, mais depuis une vingtaine, une trentaine d'années, car le temps passait très très vite dans le domaine de la techno. Il faut bien avoir à l'esprit que les réseaux 2G et les réseaux 3G, ils ont une vingtaine d'années déjà. Ce sont les premiers réseaux qui nous ont permis de mettre l'Internet dans nos poches. Alors les opérateurs ont développé ces réseaux, ils ont été accompagnés par les industriels sur la conception, sur la commercialisation de devices, de mobiles adaptés, et réseau 2G, 3G, ça a été l'Internet dans la poche. Est arrivé ensuite le réseau 4G. Alors le réseau 4G, il a déjà pratiquement une bonne dizaine d'années. Et ce réseau 4G, son évolution, elle s'est scindée en 2 temps. On a eu un réseau 4G et on a eu un réseau 4G+. Donc ce réseau 4G, il était dans la pure continuité des 2 réseaux précédents, à savoir qu'il n'apportait en fait vraiment que du débit. Le réseau 5G qui arrive et que vous pouvez expérimenter pour la plupart dès aujourd'hui dans les grandes villes et dans les villes de taille moyenne, c'est un réseau qui est assez disruptif par rapport au réseau précédent. Et c'est pour cela que j'ai planté un petit bâton blanc entre la 4G et la 5G. Parce qu'en fait, ce réseau, il est porteur d'un tout un tas de promesses qui sont vraiment en rupture par rapport aux technologies précédentes. Et c'est dans ce cadre-là qu'Orange a mis en place donc des Orange 5G Lab, que j'anime sur Toulouse. Et le principe de ces 5G Lab, c'est bien d'accompagner les industriels, les professionnels, dans l'appropriation de ce nouveau réseau et de vous donner les éléments de compréhension qui vous permettront soit de développer des usages que vous avez déjà, soit de créer de nouveaux usages en vous appuyant sur ce réseau. Dernier élément sur ce réseau avant de changer la diapo, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez tous en tête. C'est un réseau qui est dit data-centrique. C'est-à-dire que c'est un réseau qui ne fait que de la data. On ne fait pas nativement de la voix sur le réseau 5G. Deuxième élément important, ça c'est vu côté opérateur, Orange, SFR ou Bouygues, peu importe, c'est un réseau qui correspond également à un besoin capacitaire de nos réseaux actuels qui commencent à saturer
Et il faut bien que vous ayez tous en tête qu'aujourd'hui, les réseaux mobiles, de par l'explosion des usages, de par l'explosion des différents devices existants sur le marché, que ce soit des mobiles, que ce soit de l'IoT, des objets connectés, que ce soit de la tablette, que ce soit pour des usages pro ou des usages résidentiels, ces réseaux, aujourd'hui, sont largement saturés. Et la création de ce réseau 5G contribue à désaturer le réseau et continue donc à vous apporter toujours plus de services. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît, Frédéric. Alors, quand on parle de 5G, il y a une temporalité qui est un petit peu particulière et qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, notamment quand on s'adresse à des personnes comme vous, des clients ou des partenaires qui sont dans le domaine du B2B. Le réseau 5G, c'est quand même un réseau qui est très orienté entreprise et industrie. Et la construction de ce réseau va se faire en 2 temps. Alors la première partie a commencé, puisqu'en fait aujourd'hui les réseaux 5G ont environ 18 mois d'existence, mais on est sur un réseau 5G qui est dit non-stand-alone. C'est le petit graphique que vous avez sur la partie droite à côté de la vidéo de Frédéric. On a construit un réseau 5G en s'appuyant sur des infrastructures existantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis des antennes 5G à côté des antennes 4G. On a raccordé ces antennes 5G sur un cœur de réseau, sur un backbone, qui est partagé avec les équipements 4G. De ce fait, on n'a pas encore la pleine puissance de ce que sera le réseau 5G de demain. Donc aujourd'hui, vous avez un réseau 5G qui est commercialisé, qui est vendu et qui, dans un premier temps, n'apporte que comme valeur ajoutée une partie débit supplémentaire. La bascule vers le standalone, c'est-à-dire le vrai réseau 5G, va intervenir à partir de 2023, c'est-à-dire que cette infrastructure radio qui aura déjà été posée, on va la raccorder en cœur de réseau sur des équipements, des routeurs, sur des fibres dédiés à la 5G. Et à partir de ce moment-là, il faut compter courant 2023, vous aurez un réseau 5G standalone qui permettra de porter toute la promesse des réseaux 5G. Alors, petit aparté, sur Toulouse et dans le cadre du 5G Lab, on aura possibilité, normalement, fin du premier semestre, début du second, de vous mettre à disposition un réseau 5G SA expérimental, c'est-à-dire qu'on aura un cœur de réseau virtualisé, mais qui permettra à certains d'entre vous, ceux qui le désirent, de se projeter dans un environnement 5G SA qui sera la norme à échéance après 2023 donc. Slide suivant, Frédéric, si tu veux bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un réseau 5G? Donc un réseau 5G, alors j'ai pour habitude de le présenter sous la forme de ce triangle. Donc si on prend la partie orange en bas à droite, le réseau 5G, c'est un réseau qui est nativement construit pour adresser des objets connectés. Donc le réseau 5G est en capacité d'adresser des tags, d'adresser des petits capteurs de température, des tags de position, des capteurs de qualité de l'air, tout un écosystème d'objets IoT sur des basses fréquences. C'est-à-dire que là, typiquement, on est sur des fréquences qui sont utilisées par les réseaux LoRa, qui sont utilisées aujourd'hui, par exemple, par Sigfox, pour faire remonter, au final, très très peu de data, mais avec une très bonne couverture et des autonomies d'objets connectés très très importantes. Donc le réseau 5G sur la bande de fréquence des 700 MHz va permettre cette connectivité. Donc on va adresser avec ce type d'exploitation de réseau, on va pouvoir suivre des drones, on va pouvoir suivre des véhicules, on va pouvoir remonter des données dans le cadre d'approches qui sont dites Smart City, Smart Building, Smart Agri, voilà, tout un tas de petits objets remontant des faibles volumes de données, mais avec des pénétrations dans les bâtiments qui sont très très bonnes. Donc là, on est sur 700 MHz. Deuxième promesse du même réseau 5G, donc un réseau cellulaire, c'est un réseau qui permet de faire, on l'a vu tout à l'heure, du haut débit. Donc là, avec la même technologie, on va adresser des fréquences plus élevées. On va être sur la bande des fréquences des 3,4 GHz ou des 3,8. Donc les 3,8, aujourd'hui, ce sont des bandes de fréquences qui sont expérimentales.
La bande de fréquence des 3,4, c'est la bande de fréquence qui a été achetée, par exemple, par Orange. Les opérateurs en France et en Europe, dans la plupart des pays, font l'acquisition de licences. Donc, c'est quand même 1 milliard d'euros qui a été mis sur la table par chacun, globalement, des opérateurs pour pouvoir accéder à ces bandes de fréquences-là. Donc, dans la bande de fréquence des 3,4, plus on monte en fréquence, plus on a de débit. On va pouvoir vous proposer d'avoir des accès en termes de débit 10 fois supérieurs à ce que vous avez aujourd'hui en 4G, par exemple. Donc, la bande des fréquences des 3,4 va être dédiée à des usages en termes de vidéo, de la réalité augmentée, des services de sécurité, puisqu'on va remonter de la vidéo, et va pouvoir permettre d'adresser des véhicules connectés ou des véhicules autonomes. Alors, plus on monte en fréquence, moins bonne est la couverture, mais meilleur est le débit. Donc là, vous voyez, 700, on passe sur la gamme des fréquences des 3,4. Dernier côté du triangle, c'est ce qu'on appelle la très faible latence. Le réseau 5G va permettre de bénéficier de latence de l'ordre de la milliseconde. C'est-à-dire que là, on est sur des délais quasi instantanés, et c'est un avantage du réseau qui est particulièrement intéressant. Jean-Christophe pourra en parler tout à l'heure, ou même Sylvain, sur les parties latence est très très faible, pour tout ce qui est guidage, prise en main de robots à distance, puisqu'en fait, il y a une action immédiate qui est transmise à l'équipement connecté, dans la mesure où cette latence est très très faible. Alors, plus on monte dans les fréquences là-dessus, plus on va augmenter le débit, et on peut, toujours sur un réseau 5G, travailler sur des fréquences qui sont dites millimétriques. Il y en a sur des réseaux à 26 GHz. Et le 26 GHz, alors ce sont des couvertures très très faibles, puisque là on raisonne pas en kilomètres carrés, mais plutôt en mètres carrés. On adresse sur les fréquences millimétriques des applications plutôt en lien avec la robotique, plutôt en lien évidemment avec la télémédecine. On peut imaginer des médecins qui téléopèrent à distance, ou éventuellement de la formation. Donc le réseau 5G permet, avec cette vision que vous avez là du réseau 5G, on va pouvoir arbitrer, on va pouvoir gérer, soit c'est la latence qui m'intéresse, soit c'est le haut débit qui m'intéresse, soit c'est plutôt les objets connectés qui m'intéressent, et on va pouvoir moduler en fonction des use cases qui sont les vôtres, quelle est la partie du réseau que vous souhaitez utiliser de façon prioritaire. D'accord? S'il y a des sujets là, des questions sur ce sujet-là, je les prendrai tout à l'heure, ou on les prendra tout à l'heure. C'est la seule partie vraiment technique du sujet autour de la 5G, mais c'est vraiment ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, et il faut que vous ayez bien en tête, voilà, que ces solutions-là ne pouvaient pas être exploitées en 3G ou en 4G. On n'avait pas possibilité de faire ça sur les réseaux précédents, et c'est en ça, comme je disais tout à l'heure, que le réseau 5G est particulièrement disruptif par rapport au réseau précédent. Slide suivant, Frédéric, si tu veux bien. Alors, là, c'est un slide un peu de synthèse qui vous permet, donc on reprend les trois notions, 800 MHz ou 700 MHz, les réseaux basse fréquence, les hautes fréquences 3,4, les ondes millimétriques sur la partie violette à droite. Ce qui est important, c'est le DOM que vous avez en dessous, c'est-à-dire que c'est un seul et même réseau, un seul et même opérateur, une seule et même technologie qui vous permettra d'adresser l'ensemble de ces usages. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du port sur la partie gauche, on va pouvoir, avec un réseau 5G, suivre des objets connectés, ça peut être des containers. Sur le même réseau 5G dans un port, je prendrai l'exemple tout à l'heure, on pourra avoir des caméras de vidéosurveillance qui vont s'assurer, et donc on va transmettre des flux vidéo, on va s'assurer que, par exemple, hop, c'est pas grave, tu veux changer. Ouais. C'est pas grave, on va pouvoir s'assurer que, par exemple, tous les dockers sur le port portent le casque, que la sécurité est bien respectée, qu'on a des véhicules qui circulent de façon très très fluide sur l'environnement du port. Donc on va pouvoir faire de la vidéo, on va pouvoir faire de l'objet connecté. Sur la partie industrie 4.0, on va pouvoir avoir des objets des chaînes de robots qui dialoguent à très très haut débit sur des espaces relativement conscrits. Mais on va pouvoir également, sur le même réseau, être alerté qu'un camion de livraison
ou qu'un transporteur vient livrer du matériel ou vient chercher du matériel parce que le véhicule sera connecté et que dans l'outil de CRM que vous aurez développé, ben, toute la chaîne de production sera connectée, tant en interne qu'en externe. On aura la partie médicale, là c'est un petit hôpital, semble-t-il, voilà, qui est présenté sur le domaine de la santé connectée. On remplace un camion de transport par une ambulance. Et à partir du moment où vous pénétrez dans une ambulance, l'hôpital pourra être tenu informé en temps réel de votre état de santé. Et quand vous arriverez dans l'hôpital, au final, vous serez connecté et l'hôpital aura déjà les paramètres qui sont les vôtres. Et il n'y aura pas de rupture entre je sors de l'ambulance qui était connectée peut-être en GSM, je rentre dans l'hôpital qui est connecté en Wi-Fi, vous serez dans un environnement déjà connu et tous les équipements auront déjà peut-être interagi avec les équipes médicales chargées de vous prendre en charge. Le Smart City et les villes connectées, on le verra tout à l'heure, mais dès lors qu'on s'adresse à des véhicules autonomes ou à des véhicules connectés, le véhicule qui se déplace dans un environnement urbain a besoin de connaître des données qui sont transmises par exemple, des feux de signalisation, qui sont transmises par les autres véhicules qui se déplacent à proximité, ça peut être de la caméra, ça peut être des détecteurs, ça peut être tout un tas de dispositifs dont votre véhicule aura besoin pour circuler de façon fluide, ou en milieu urbain, ou sur le périphérique, ou même éventuellement sur des zones rurales, dans lesquelles vous aurez à vous déplacer et dans lesquelles on pourra par exemple anticiper un éventuel bouchon, un éventuel accident, et on pourra informer votre véhicule de l'état du trafic sans que vous le perceviez totalement encore. Donc voilà, donc il faut retenir, voilà, là le slide, c'est un seul opérateur, une seule technologie pour adresser tous les usages qui aujourd'hui sont adressés ou en LoRa, ou en Wi-Fi, ou en Bluetooth, ou en 3G, ou en 4G. Donc là, demain, on aura un réseau unifié avec une seule techno qui simplifiera, ce qui pourra simplifier pas mal la vie des responsables informatiques ou des DSI dans les organisations. Slide suivant. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un seul slide technique. En fait, il y en a deux. Ça, c'est le second. Et en fait, il y en a trois parce qu'il y en a un autre derrière. Voilà. En fait, derrière le réseau 5G, il y a quelque chose également de très important, il faut que vous l'ayez à l'esprit. C'est ce qu'on appelle le slicing. Alors, je ne suis pas du tout technicien, je ne suis pas du tout informaticien, donc je vous rassure. En fait, le slicing, de façon très simple, c'est la possibilité qui va être offerte aux développeurs, aux clients, aux industriels, de découper le réseau mobile en tranches de services. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire sur les réseaux 3G ou 4G. On sait les faire, mais c'est un peu du bricolage. Chacun, sur son propre réseau, bricole ses tranches de services. C'est pour ça qu'on peut faire, par exemple, de la voix sur certains types de réseaux qui ne sont pas destinés à faire de la voix. Mais sur la 5G, cette notion de slice, elle est très importante parce qu'elle est totalement normalisée. C'est-à-dire que quand on va faire du slicing en 5G, c'est-à-dire quand on va découper les bandes passantes par tranche de service en disant telle bande de fréquence va servir à faire ça, telle autre bande va servir à faire ça, telle autre bande va servir à faire ça, tous les opérateurs dans le monde entier se mettent d'accord sur la façon de l'exploiter, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui développerait une application en France, on travaille avec par exemple des fabricants d'équipements automobiles qui développent des boîtiers, pour eux, il est capital de savoir que le boîtier développé en France à destination du marché européen pourra également fonctionner en Chine, pourra fonctionner également aux États-Unis, pour peu que ce soit un réseau 5G. Donc là, c'est un élément capital, ces notions de slicing qui permettent une interopérabilité entre tous les intervenants de l'écosystème 5G. Et c'est capital, pourquoi? Parce que lorsque vous allez avoir un véhicule connecté ou un véhicule autonome, que vous allez changer de frontière, c'est un cas de figure qu'on travaille sur Toulouse dans le cadre d'un programme qui s'appelle 5G Croco. Si vous changez de frontière, si vous changez d'opérateur avec un véhicule connecté, il faut absolument que l'opérateur auprès duquel vous allez vous présenter parce que vous passez par exemple en Allemagne, ils comprennent exactement la même chose que votre opérateur français qui vous a géré pendant les premiers temps de votre trajet. Donc là-dessus, tous les opérateurs
échange. Tous les dispositifs, toute la chaîne informatique est en phase et on saura interpréter un changement de frontière de façon très très simple. Vous ne serez jamais coupé, simplement parce que les règles de slicing sont établies, sont partagées entre tous. Donc ça, c'est capital. Un petit coup sur le bouton, Fred, s'il te plaît. Donc voilà, donc là, voilà le petit élément technique, mais très coloré, qui permet de faire passer l'info. Dans les règles de slicing, en fait, voilà, on va dire, il y a 3 classes de services. On aura la classe de service qui permettra de travailler plutôt la faible latence. Vous reprenez le triangle que je vous ai présenté tout à l'heure. On retrouve donc au-dessus de la petite voiture qui est schématisée le slide faible latence, le slice haut débit et le slice Massive IoT. Donc les constructeurs d'équipements, dans le cadre par exemple des voitures connectées, mais ça sera la même chose peut-être dans le cadre de la robotique, vont dire voilà, nous on définit les slices de telle et telle façon. La bande de fréquence nécessaire pour exprimer des besoins en termes de latence, ça sera celle-ci. Le haut débit, ça sera ça, et le Massive IoT, ça sera ça. Si on le ramène dans le cas du véhicule connecté, la faible latence, elle sera ultra importante pour savoir où se trouve le véhicule et renseigner l'écosystème environnant. Donc là, on va privilégier cette information de faible latence. Le deuxième slice du haut débit, et il va permettre, par exemple, quand vous êtes dans le véhicule, que les enfants, par exemple, on imagine un hub dans le véhicule, une petite gateway, mais permettent d'accéder au haut débit pour visionner des films. Donc on va se servir de cette tranche de service haut débit. Et en fait, le Massive IoT, lui, va servir à positionner le véhicule, à positionner peut-être vos mobiles, à positionner des équipements embarqués dedans pour vous positionner dans l'écosystème et dans l'environnement urbain qui sera le vôtre demain et bénéficier également des informations redescendues dans le véhicule par l'écosystème urbain, par exemple par les feux de signalisation, les autres véhicules, les trottinettes, les véhicules connectés, choses comme ça. Ok. Donc voilà, vous avez là la notion de slice. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que ce n'est pas le sujet. Je n'ai pas non plus la compétence dessus, mais typiquement, si vous-même ou des gens dans vos entreprises ont besoin des éléments là-dessus, c'est un des objectifs des 5G Labs, c'est de vous accompagner et de vous mettre à disposition des compétences pour développer des sujets autour du slicing, par exemple. La petite carte SIM qui est schématisée juste à côté du véhicule, c'est capital. Vous êtes en 5G, vous êtes sur des réseaux, je dis sur des réseaux, c'est-à-dire quel que soit l'opérateur qui travaillera sur de la 5G, vous avez forcément une carte SIM dans l'objet connecté. Alors c'est soit une carte SIM physique, soit une eSIM, une carte qui est au niveau des composants électroniques, mais le réseau 5G, c'est ça aussi qui rajoute une couche de sécurité supplémentaire sur l'exploitation du réseau. C'est forcément un réseau qui est identifié par une carte SIM. Voilà. Donc, la synthèse au niveau de la 5G. Donc, une connectivité adaptée à l'usage, le slicing, des débits jusqu'à 10 gigas. Donc, on sera sur des débits supérieurs à ceux d'une fibre. Je dis on sera. La 5G SA, et puis après, vous l'avez vu, dans les 5G, il y a du 26 GHz, il y a du 3,4. Les très très hauts débits seront ceux portés par plutôt du 26 GHz. La latence de l'ordre de la milliseconde, super important. Le million d'objets connectés au kilomètre carré. Et ensuite, une promesse de couverture à 100%. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, globalement, une technologie, ça a 10 ans. Il faut laisser un peu de temps au temps, de façon à pouvoir construire le réseau. Ce sont des investissements qui sont très très lourds, ce sont des infrastructures à déployer. Et c'est une techno également qui se développe. Slide suivant, Frédéric, voilà. Alors, ce slide, c'est en fait, ça va faire le lien avec les interventions de tout à l'heure. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le réseau 5G, c'est un réseau mobile, avec certes de nouvelles possibilités, ça n'en demeure pas moins qu'un réseau, voilà, de la connectivité. Cependant, derrière ce réseau 5G, à la différence des autres réseaux précédents, il y a quelques sujets qui sont très très adhérents et qu'il ne faut surtout pas ignorer.
ou qui vont rendre la 5G quelque part un peu obligatoire dans les usages. Donc, on l'a vu, 5G et Internet des objets, c'est intimement lié. On ne pourra pas déployer de l'Internet des objets de façon massive sans venir s'appuyer sur le réseau 5G, puisque nativement, il est fait pour adresser cette typologie d'objets. Deuxième sujet important, très très adhérent au sujet de la 5G, c'est ce qu'on appelle le computer vision. Alors, computer vision, on voit pas mal de use cases dans les 5G Labs. Ce sont des use cases qui tournent autour de la capture d'images vidéo. Et on ne capture pas des images pour en faire de la vidéo, on capture des images pour en faire de la data. Et c'est cette data qui ensuite va être exploitée. Alors avant d'être exploitée, elle va être transmise sur des serveurs pour la traiter. Elle peut être aussi traitée de façon plus encore directe au niveau de l'objet qui la capte. Quoi qu'il en soit, cette data vidéo que l'on va capter, elle va forcément s'appuyer sur le réseau 5G pour être transmise. Pour deux raisons. La première, c'est que le réseau 5G est en capacité d'absorber des flux vidéo, on a du très haut débit dessus. Et deux, il n'y a pas de latence. Et comme il n'y a pas de latence, le flux vidéo et le flux data, il est synchrone. On n'a pas de décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on peut éventuellement percevoir en termes de data. Deuxième sujet très adhérent à la 5G, c'est ce qu'on appelle le edge computing. Alors le edge computing, c'est du cloud, mais au plus près des objets qui connectent cette data. Quand tout à l'heure, je vous ai présenté le réseau 5G, je vous ai dit que c'était un réseau sur lequel la latence, elle était de l'ordre de la milliseconde. On a une latence très très faible sur le réseau 5G, donc il faut, pour bénéficier de cette latence, il faut que les unités de traitement de l'information soient au plus près de l'élément qu'il a capté. Parce que si on a un réseau 5G sans latence, et qu'on fasse traiter l'information de façon très distante, on va forcément rajouter du délai de traitement. On va rajouter, alors c'est pas la distance qui va faire que ça va être plus long, parce que si on met de la fibre, c'est pas le sujet. Par contre, on va sûrement empiler des équipements. Et c'est cet empilement d'équipements qui peut nuire à la latence. Donc quand on parle 5G, quand on parle computer vision, on parle forcément derrière edge computing. On ramène des serveurs au plus près des entreprises, au plus près par exemple du périphérique toulousain, pour faire traiter cette data et renvoyer l'information de façon quasi instantanée. Ça, c'est le edge. Dernier élément qui est très très important et sur lequel il y a pas mal de choses qui se développent aujourd'hui, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de data, il y a de plus en plus de data, on va dire, qui arrivent de sources différentes. Donc, on a vraiment besoin d'intelligence artificielle pour traiter tout cela et en faire quelque chose qui ait de la valeur. Donc, 5G, computer vision, edge computing et IA, vous avez un petit peu l'écosystème des entreprises que l'on adresse, que l'on va adresser avec la 5G et auquel vous faites peut-être partie. Et je vous invite donc à revenir vers les équipes de l'agence ad hoc ou vers nous pour travailler ces sujets-là. J'ai 3 ou 4 petits slides. Je suis dans les délais ou pas? Je ne sais pas, j'ai perdu le fil. Alors, nous en sommes à... il te reste, allez, 5 minutes, 5-10 minutes. Allez, ça va, je prends les 5-6 minutes. En fait, là, ce sont des slides qui sont destinés à vous éclairer sur les use cases aujourd'hui sur lesquels on travaille. Donc, le premier de ces use cases, évidemment, tout ce qui concerne le véhicule connecté, ce que je vous disais tout à l'heure, l'automobile. Donc là, vous avez des présentations, donc c'est suffisamment explicite. Le réseau 5G va permettre de connecter les véhicules et de rendre donc les véhicules vus par le réseau. Et on va pouvoir renseigner des informations captées par la Smart City, par l'environnement. On va pouvoir les adresser aux véhicules. Donc la 5G là-dessus, elle s'appuie sur la faible latence et la capacité d'envoyer beaucoup d'informations à un nombre très important de véhicules connectés. D'accord? Donc ça, ce sont des choses qui existent évidemment déjà. Vous avez l'exemple du camion, par exemple. Le camion est équipé d'une caméra à l'avant. Vous êtes derrière le camion. Dans la voiture, vous voyez ce que voit le camion. Donc, quelque part, virtuellement, on peut gommer le camion. Alors là, c'est une autoroute. Si on se mettait à dépasser le camion, il y a relativement peu de risques.
ça serait sur une nationale, vous seriez en capacité de voir ce qui est devant le camion et de lancer une procédure de dépassement, alors qu'a priori, vous n'avez pas la visibilité. Voilà. On adresse également les parkings, des choses comme ça. Sur le site de Balma, par exemple, on a un camping de 700 places. On a aujourd'hui des capteurs individuels place par place. Demain, avec une caméra et un petit peu d'intelligence artificielle, la caméra pourrait remplacer tous les capteurs de présence ou d'absence de véhicules, parce que la caméra sera en capacité de détecter si un emplacement est vide ou si un emplacement est disponible et est occupé ou pas. Et la même caméra, avec un peu d'intelligence artificielle, sera en capacité de détecter un incident anormal sur le parking, que ce soit une collision ou que ce soit, par exemple, un collaborateur qui fait un malaise sur le parking, alors qu'à la base, elle est là pour assurer la gestion et la fluidité des places de parking. Slide suivant, Frédéric, si tu veux bien. Alors là, c'est un slide qui est intéressant parce qu'on ne voit pas forcément la 5G sur ce type d'application, mais ce slide, il a le mérite de présenter le réseau 5G comme un réseau alternatif au réseau déjà existant, par exemple en fibre. Là, on a des équipements de distribution d'énergie. Donc, c'est un réseau qui est redondé par des équipements 5G qui ont la capacité de répondre en temps réel, par exemple, faible latence, très haut débit, à des problématiques qui pourraient survenir sur un réseau fibré ou un réseau classique. Voilà. Donc, la 5G, c'est un réseau. Aujourd'hui, on rencontre des clients qui veulent travailler sur des routeurs 5G en nominal ou en secours pour backuper ou pour directement adresser leurs différents sites sur un réseau 5G. Donc, c'est un réseau qui est critique. On va mettre des voitures connectées sur ce réseau. Donc, ce sont des réseaux qui sont particulièrement sécurisés et qui ont la capacité aussi d'être particulièrement résilients. Les technologies 5G, que ce soit les technologies radio ou notamment les technologies au niveau des équipements réseau, sont des réseaux, sont des technos hautement résilientes. On ne peut pas imaginer appuyer des véhicules connectés ou des véhicules autonomes sur des réseaux qui présenteraient souvent des déficiences. Donc voilà, donc les industriels sont intéressés pour embarquer ce type de connectivité au niveau de leur réflexion. Le suivant. Alors voilà, ça c'est un exemple aussi qui est très intéressant. C'est les 5G Labs, donc il y en a une dizaine en France. On en a ouvert également sur le port d'Anvers. Et là, on travaille sur l'environnement portuaire avec une couverture 5G privée comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, on va travailler tout l'écosystème portuaire. C'est-à-dire qu'avec le réseau 5G, on va suivre les containers, on va s'assurer que, par exemple, les collaborateurs portent bien les casques. On va distribuer sur le port des capteurs de température, des capteurs de pollution, des capteurs de niveau d'eau. En fait, tout un écosystème destiné à mesurer ce qui se passe sur l'environnement. Et on va pouvoir, avec ce réseau, agréger tout cela et restituer auprès de l'opérateur du port, auprès des collectivités en proximité, tout un tas d'éléments qui leur permettront de suivre de façon très très précise ce qui se passe, d'anticiper des comportements, de mesurer éventuellement des dérives ou d'optimiser tout un ensemble d'infrastructures ou d'équipements qui sont en mouvement sur le port. Dernier slide, voilà. Donc, on en parlait tout à l'heure, c'est la médecine, la télémédecine. Dans l'exemple qui vous sera présenté tout à l'heure avec Patrick. Patrick, voilà, travaille sur un use case autour de la santé. Dans la mesure où la 5G amène du très très haut débit, de la très très faible latence, il y a tout un tas aujourd'hui de solutions qui voient le jour. Alors là, il y a par exemple de la réalité augmentée. Et il y a, par exemple, des robots qui peuvent prendre la main sur des opérations parce que le médecin qui est à distance ou parce que c'est une équipe, par exemple, d'intervention type SAMU. On peut imaginer un pompier équipé d'un casque de réalité augmentée qui se trouve guidé parce qu'il est sur une intervention. Il n'a peut-être pas toute la compétence pour prendre en charge la dite intervention, mais à distance, il y a un médecin qui le guide, qui voit ce qu'il voit, qui lui envoie dans le casque ou dans les oreillettes les gestes qui sont à opérer, et tout ça en temps réel, évidemment. Donc voilà.
Je crois que j'en ai un. Ah non, j'ai encore 2 petits slides, pardon. Donc, mais là, c'est rapide, hein, c'est Allez, simplement les ondes et la santé. Bon, je sais que c'est un sujet, vous pouvez avoir des questions dessus, donc il y a pas de langue de bois sur le sujet. Il y a des études qui sont rassurantes sur le sujet. Deux, la 5G, ce sont des fréquences qui sont déjà exploitées, que l'on connaît parfaitement. Trois, évidemment, on suit les normes de façon très, très, très stricte et on ne fait pas n'importe quoi quand on est un opérateur et qu'on s'appelle Orange. Dernier slide, et j'arrête, promis. La 5G, l'environnement, là aussi, c'est peut-être un questionnement que vous avez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un réseau 5G, globalement, alors, à niveau d'usage égal, on est bien d'accord, mais un réseau 5G est entre 20 et 30% moins gourmand en énergie que ne l'est un réseau 4G. Il y a une explication toute simple à ça, c'est que sur des antennes 2G, 3G, 4G, l'antenne rayonne en permanence le maximum de sa puissance. Sur un réseau 5G, l'antenne ne va délivrer de la puissance que si elle est sollicitée. S'il n'y a pas de demande sur une antenne 5G, l'antenne se met en sommeil. Et du coup, on ne consomme rien derrière. Donc, c'est une démarche qui intéresse évidemment l'opérateur que nous sommes, mais qui, quelque part, contribue également à une démarche RSE au niveau de ce que font globalement les opérateurs. Promis, j'ai terminé. Frédéric. Dernier slide, voilà, c'est ce que la 5G, c'est ce que nous en ferons. Et chaque fois, je dis le nous, en fait, c'est le vous. Et c'est pour ça que la séquence qui va suivre est importante. Nous, en tant qu'opérateurs, nous mettons à disposition un réseau. C'est vous, utilisateurs, c'est vous, industriels, c'est vous, entrepreneurs, qui allez sûrement en faire quelque chose. Et c'est ce que se propose de vous présenter Jean-Christophe et Sylvain et Patrick, qui vont prendre la suite de mon intervention. Merci à vous. merci Bruno pour cette présentation très claire et très simple à comprendre, qui nous montre bien les possibilités de la 5G et ce qu'il est possible de faire. J'accélère un petit peu, on est pris par le temps. J'ai à côté de moi Jean-Christophe. J'ai l'honneur d'avoir Jean-Christophe à côté de moi. Je vais lui laisser la parole, qui va nous présenter. Voilà, donc là, dans l'idée, on va avoir 3 entreprises qui vont nous donner un retour d'expérience sur la technologie 5G. Jean-Christophe, je vais te demander de présenter l'entreprise, pourquoi tu as utilisé la 5G et qu'est-ce que tu en as retiré de cette techno. Voilà, je te laisse la parole. Merci Frédéric, l'honneur est partagé d'ailleurs, clin d'œil. Et j'en profite aussi pour remercier vraiment toute l'équipe du 5G Lab Toulouse qui nous soutiennent depuis le début et qui est génératrice d'idées en fait. Donc nous sommes Mechabotics, je m'appelle Jean-Christophe Foreau, je suis le président de Mechabotics, nous sommes 4 personnes. Mechabotics c'est une start-up créée à l'été 2021 à Toulouse, issue de la recherche. On essaie de transférer un certain nombre de résultats recherche en produits industriels. Et notre produit phare, dont on voit quelques images préliminaires, voilà, c'est M3 Cooper. Donc il s'agit d'un robot manipulateur, mobile, modulaire, les 3 M, et coopératif. Donc je reprends toujours l'idée de la fourmi. Pour nous, les fourmis sont source d'inspiration. Elles sont extrêmement efficaces dans le sens où elles sont capables de lever à peu près 10 fois leur masse. Et nous, on essaie de trouver des usages dans l'entrepôt. Les fourmis, en quoi peuvent-elles rendre les entrepôts du futur plus efficaces? Tout le monde connaît les entrepôts, on sait à quel point c'est important pour notre économie, pour pouvoir stocker les produits du commerce, les produits de l'industrie. Et la tendance est à faire des entrepôts toujours plus grands. Nous, on aimerait faire des entrepôts qui ne s'étalent pas trop et qui soient mieux gérés à surface égale. Et nos fourmis, elles offrent plusieurs avantages pour mieux gérer ce qui se passe dans l'entrepôt. Et ça colle aussi avec le fait que le mètre carré d'entrepôt, le tarif de la location du mètre carré d'entrepôt a pris 15% rien qu'en 2021. Donc, on va devoir faire attention à ce qu'on fait avec nos mètres carrés et puis faire l'arbitrage entre entrepôt et champs agricoles, ces problèmes d'étalement urbain. Donc, en quoi les fourmis sont plus efficaces et pourquoi elles ont besoin de la 5G? Donc, l'idée des fourmis, c'est que ce sont des petits robots qui sont d'une masse très, très raisonnable, qui ont pour objectif de pouvoir lever leur masse. Ils font 250 kg, chaque fourmi va lever 250 kg. Un chariot élévateur, ça pèse 3 tonnes et ça lève 1 tonne, donc un tiers de sa masse. Nous, on voudrait avoir un ratio un peu plus bénéfique.
Donc, elles emportent moins de batterie, ces fourmis, et elles sont capables de s'agréger entre elles pour pouvoir travailler à plusieurs. Et ainsi, on constitue une équipe avec la bonne taille, le bon nombre de fourmis dans l'équipe. Évidemment, il faut qu'elles communiquent entre elles et avec l'entrepôt. Et c'est là que la 5G apparaît. Donc, sur les avantages, puisqu'il faut qu'on soit efficace, on est en retard, on a plusieurs idées. Nous, depuis le début, on veut piloter nos fourmis en 5G. Et on a un projet européen en cours là, qui nous permet de prototyper d'ici la fin de l'année. Et on veut tester ça dans l'entrepôt du futur, qui est d'ailleurs à Toulouse, dans la société d'AR, avec le projet Login, qui est lui-même équipé par Orange. Donc, dans cet entrepôt du futur, on va agréger les infos de l'entrepôt. L'entrepôt va donner des infos, et c'est de l'IoT, hein, typiquement ce que disait Bruno. Donc, des capteurs à l'entrée de l'entrepôt pour scanner ce qui rentre, les palettes. Des capteurs dans les racks pour savoir les tailles des produits qui sont stockés. Actuellement, ce n'est pas fait du tout. Et ensuite, on va pouvoir superviser tout ça à l'échelle de l'entrepôt avec un serveur Edge Computing. Et les robots également vont informer le serveur de tout ce qui se passe dans l'entrepôt. Le deuxième avantage pour nous, c'est la commande. Nos robots doivent être commandés, donc la faible latence, elle est très précieuse, notamment pour tout ce qui est arrêt d'urgence. Il faut que, si on détecte à l'échelle de la supervision un problème, il faut qu'on puisse figer tous nos robots en 1 milliseconde. Le troisième avantage, c'est les forts débits. Alors, pourquoi on s'intéresse au débit? Nous, on veut faire passer des flux vidéo entre nos robots et la supervision. Principalement, il a été évoqué la reconnaissance de forme. Notamment, on veut positionner nos robots par rapport au colis et par rapport au rack par de la vision. Donc ça se fait par de la reconnaissance de forme, ça consomme un petit peu d'énergie, ce serait économique de faire ça sur un serveur central plutôt que dans chaque fourmi. Et comme on a beaucoup de fourmis, s'il faut un ordinateur dans chaque fourmi, ça va consommer beaucoup. Donc notre idée est plutôt de faire des calculs centralisés et de bénéficier du 5G pour déporter les calculs. En fait. Il y a d'autres approches aussi, c'est la téléopération. On peut imaginer de télécommander en quelque sorte des machines, leur donner peut-être un peu moins d'autonomie, un peu moins d'intelligence, mais recruter en fait des pilotes. Il faut savoir que les entrepôts ont énormément de problèmes à recruter des caristes avec des formations CACES actuellement. Et Geodis a tenté une expérience intéressante de piloter les chariots élévateurs à distance. Voilà, et dernier point, pourquoi 5G? C'est pour nous indoor-outdoor, la polyvalence absolue. C'est-à-dire que nos robots sont dans l'entrepôt, ils vont discuter avec le système de gestion de stock, le Warehouse Management System, WMS pour les intimes, et on veut pouvoir aussi, quand on sort de l'entrepôt, discuter avec le système de gestion du transporteur. Pouvoir, par exemple, avertir nos robots que dans 10 minutes, il y a un semi-remorque qui arrive avec 50 palettes de tel type. Et faire une transition routier-entrepôt. Voilà, ça nous permettra d'envisager des applications telles que l'urbain du dernier kilomètre, telles que le portuaire ou telles que le robot de chantier. Voilà comment on voit la 5G. Beaucoup reste à faire, on est encore tout jeune, mais on est ouvert à toute discussion avec des partenaires. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe, beau projet qui est Mechabotix et plein de potentiel. Je vais passer à l'intervenant suivant. On est toujours dans la robotique. Pas du tout le même usage. Du tout. Je vais laisser Sylvain nous en parler. Donc, même question, hein, je vais te demander de présenter la société, quel est ton projet, le produit et ce que tu en tires pour la 5G, enfin, de quoi quel est l'usage de la 5G pour ton besoin? Oui, alors bonjour à tous et merci de me recevoir dans ce webinaire. Alors, Ganilab, c'est une entreprise de robotique de service créée en 2018 avec, là on est un peu moins de 10 personnes. On a créé Gani, c'est un robot de marketing événementiel, donc c'est une innovation de rupture d'usage qui a débuté sa commercialisation en septembre 2021.
Donc, on a dépassé la phase de prototypage. Il remplit 3 fonctions lors d'un événement. Alors, la première chose, c'est de donner de la visibilité à l'annonceur, puisque donc Gani anime l'espace et suscite l'intérêt des participants puisqu'il se déplace de façon autonome. On le remarque, il est grand, il mesure 1,72 m, hein, ça se voit peut-être pas, on a mis des gens à côté là sur le slide, et il affiche sur ces 3 écrans des messages promotionnels, donc donner de la visibilité. La deuxième chose, c'est qu'il engage les participants. Donc les participants vont interagir avec le robot sur leur téléphone portable en jouant à des jeux personnalisés et qui permettent de communiquer efficacement les messages de l'annonceur. On le verra dans une application après où on discutera de la 5G. Et le dernier point, en fait, c'est créer le lien social, puisqu'en récompense au jeu, le robot prépare lui-même et sert aux participants une boisson de son choix parmi une sélection de 40 boissons embarquées, là où il se trouve, en moins de 15 secondes. Donc, c'est extrêmement innovant. Et c'est la combinaison de ces 3 fonctions qui nous permettent en fait d'adresser des problématiques dans l'événementiel. Alors, on a des applications assez nombreuses, hein. Donc, on fait de la génération de leads sur salon, et c'est ça ce que je vais prendre comme exemple pour la 5G. On fait de l'enquête de satisfaction en magasin, on fait de la dégustation tout simplement aussi en magasin. On fait des événements de communication externe, donc ça peut être du lancement produit, ou interne, par exemple de la soirée de gala. Et puis, on fait aussi des événements culturels et sportifs dans des zones VIP. Voilà, dans des zones VIP, pareil, pour animer. Là. Alors, l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de génération de leads sur salon. Alors, lorsque il est bien connu que les entreprises vont sur les salons professionnels pour rencontrer des gens, elles le perçoivent en général comme un peu quelque chose de nécessaire. Il faut dépenser, il faut aller se montrer, parce que si on n'est pas là, les gens se disent pourquoi il n'est pas là. Mais l'idée surtout, c'est tout simplement de trouver des clients potentiels. Et là, il y a souvent de la déception parce qu'on investit dans l'emplacement, les mètres carrés, la décoration, on essaie de mettre quelque chose qui attire sur son stand, et ensuite les commerciaux sont là, et puis ils attendent le chaland, hein. C'est comme ça que ça se passe, ce qui ne devrait pas être comme ça, mais c'est la réalité. On discute entre soi, puis quand quelqu'un arrive, on est bien content, et puis on discute. Bon. L'objectif d'un salon professionnel, c'est tout simplement de maximiser les rencontres. Donc, un robot comme Gani, on le met dans l'allée, il se déplace, il attire les gens, c'est-à-dire qu'il va générer et il va fixer le trafic dans les allées. Les gens vont interagir avec le robot, ils vont aller sur un petit site et puis ils vont se badger. Donc, on va ce qu'on appelle dans le langage web marketing, on va capturer le lead. Et puis ensuite, on va leur poser des questions. Donc, on va préqualifier. Donc, on a déjà toutes leurs informations. Ils ne s'en sont même pas rendus compte en général. On préqualifie, c'est-à-dire on leur pose, est-ce que vous avez un projet, est-ce que ceci. Donc, on leur pose ces petites questions et les gens répondent. Et ensuite, on les soumet à un quiz qui est à propos de l'annonceur, de l'exposant. Alors, est-ce que j'ai fait ceci, est-ce que j'ai fait cela, dans quelle année j'ai été créé, machin, enfin, plein d'informations sur l'entreprise, sur le produit, sur ce sur quoi veut communiquer l'annonceur. Et puis, les commerciaux, il y a plein de gens, donc les commerciaux arrivent, ils essaient d'aider les gens, et puis la personne gagne finalement sa boisson, et puis elle est là, et puis le commercial, en général, si c'est qualifié, il va discuter, si c'est pas qualifié, au moins on aura communiqué sur l'entreprise, ça aura coûté une boisson, voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'aider la conversion à ce moment-là. Et là, on permet de maximiser le lead, de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés avant, et d'identifier des opportunités, parce que c'est ça le salon. Alors, au niveau de la 5G, il y a plein de choses qui se passent, puisque là, on a parlé de quoi? On a parlé d'un robot. On a parlé de gens sur leur smartphone, mais il faut bien que le robot, les gens sur leur smartphone, tout ça, ça communique. Donc, ça communique par le cloud. Donc, il y a des infrastructures cloud. Les gens sont sur leur téléphone. Donc là, il y a déjà un aspect de communication, parce que sur un salon, parfois, la 4G peut être saturée, donc ça arrive. Donc, c'est vrai que la 5G va apporter beaucoup de bénéfices. Mais le robot en soi discute aussi en 5G. Donc, nous, notre ennemi, c'est la latence dans tout ça. C'est vraiment la première chose. Il faut que le robot puisse communiquer de façon la plus rapide possible avec le serveur qui lui-même communique avec le téléphone portable du participant ou du visiteur. Voilà, donc l'ennemi, c'est la latence, donc la rapidité de transmission. La deuxième chose, c'est qu'on collecte énormément de data.
Donc, nous, le fait d'envoyer de la data, il faut qu'on puisse envoyer des gros batchs. Alors là, on n'a peut-être pas trop de problèmes de latence, mais il faut quand même les communiquer. Et parfois, les réseaux sont saturés. Donc, la latence pour le fait d'utiliser le robot. Et puis, ces grandes quantités de données qu'il nous faut alors transmettre pour diverses raisons. La première chose, bien entendu, c'est quand il y a un problème, il va falloir qu'on puisse débugger le plus rapidement possible. On ne peut pas reprendre le robot et dire lors d'un événement, mais écoutez, on se verra dans un an, c'est pas possible, ou une autre fois. Donc il faut qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. Donc il faut qu'on rapatrie des données qui sont essentielles pour les analyser très très rapidement lorsqu'il y a un problème. La deuxième chose, c'est qu'il y a des masses de données que nous, à plus ou moins long terme, on aimerait bien pouvoir les rapatrier en temps réel pour pouvoir les analyser. Puisque un robot dans un milieu public, on analyse beaucoup de choses, on regarde le trafic, on regarde les attitudes des gens, enfin il y a beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, on ne peut pas les analyser que sur le robot, on n'a pas la puissance de calcul nécessaire pour le faire. Et il y a toujours un problème, donc un équilibre à trouver entre la puissance de calcul qui est nécessaire pour l'analyse, et puis la rapidité d'exécution donc en embarqué, où on ne peut pas utiliser un processeur à faire que de l'analyse vraiment sur le robot. Donc il faut trouver cet équilibre. Et puis la dernière chose, c'est que on parlait tout à l'heure, j'entendais un intervenant qui disait une prise de contrôle pour pouvoir opérer le robot à distance. Pareil, nous, ce que l'on veut, c'est que le robot puisse être utilisé par tout à chacun, quelqu'un qui nous le loue par exemple, et que s'il y a un problème, que l'on puisse prendre la main, nous, en temps réel. Et ça rejoint un peu l'aspect de debugage dont j'avais parlé avant, mais là, c'est véritablement, on prend la main s'il y a quelque chose que la personne ne comprend pas, et on va opérer le robot rapidement. Et ça, on a besoin de ne pas avoir de latence et on transmet énormément de données en même temps. Et pas de latence parce qu'on dirige un robot dans des milieux de foule, et puis beaucoup de données parce qu'on va transmettre de l'image, on va transmettre de la donnée du robot, enfin beaucoup de choses en temps réel. Voilà, donc il y a énormément de choses qu'on peut faire, avec la 5G, mais les deux choses, c'est un, combattre la latence, et deux, permettre le transfert de beaucoup de données. Voilà. Hors opération, il y a une dernière chose, c'est que le robot est extrêmement complexe, et quand on veut faire une mise à jour, eh bien, ça veut dire aussi transmettre énormément de données. Un peu ce que vous faites avec votre PC, mais il y en a encore plus de données pour la mise à jour d'un robot. Voilà, tel que celui de Gagny. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la problématique. Parfait, oui. J'aurai des questions à la suite, ça m'a soulevé quelques questions et on y reviendra. On est un petit peu dépassé, mais je pense que le sujet est intéressant. Merci Sylvain pour cette intervention. Dernière intervention, retour d'expérience, Patrick Rousset de Numérisat, sur un projet différent. Nous sommes plus sur la robotique, nous sommes sur la santé et l'accès aux soins sur les territoires. Voilà, je te laisse la parole, Patrick. Merci, je vais faire rapidement pour qu'on puisse faire des petites questions-réponses. Donc pas de problème. Alors moi, je vous présente le projet qui s'appelle le projet Colibri Santé. C'est un projet qui est monté par deux entreprises, donc à la fois Proxinov, qui est un apporteur de solutions médicales et qui est particulièrement dans les zones de désert médical, et Numérisat, que je représente, donc je suis le directeur général de Numérisat, et qui est un fournisseur d'accès Internet. Et nous, on est également spécialisé dans les zones blanches et les zones grises, puisqu'on apporte des solutions à la fois actuellement par satellite, par 4G. Voilà. Et donc, on s'est allié avec le soutien notamment de l'ESA et du CNES pour monter des solutions, notamment pour les zones rurales où il y avait à la fois des déserts médicaux donc, et numériques. Voilà, donc on a monté un projet qui se décompose de deux manières, à la fois ce qu'on appelle des relais de télémédecine, qui sont des espaces en dur en général fournis par les communes, dans lequel on a mis une connexion Internet par satellite, en général par satellite, et dans lequel on a également des équipements de télémédecine avec un professionnel de santé, mais voilà, plutôt en général une infirmière ou pas forcément un médecin qui va être capable d'accompagner
des patients dans l'usage de la télémédecine et d'être en relation avec un centre de santé, un médecin, un spécialiste. Ça peut être aussi bien donc de la médecine générale, de la dermatologie, de la cardiologie. Et ça permet voilà, d'avoir des centres de soins localisés, proches des gens, et de pouvoir rapidement intervenir, et également aussi du coup de faire du suivi sur des pathologies un petit peu plus lourdes, plus facilement, voilà, pour des gens qui sont un petit peu isolés. Et suite à ça, et c'est aussi ça qui nous intéresse dans le cadre de la 5G, on a mis en place un véhicule qui s'appelle le Consultobus, et qui est capable de circuler, d'aller dans différentes communes. C'est un véhicule qui donc, est à la fois connecté à nouveau par le satellite, mais à nouveau par la 4G. Et la semaine dernière, on a pu, avec le 5G Lab de Toulouse, faire un ensemble de tests sur la 5G, et donc du coup de tester les différences et l'apport que pouvait avoir et amener la 5G dans ce cas de figure. Donc on avait prévu tout un circuit autour de Toulouse, donc avec des zones réellement couvertes en 5G où on en était sûr, des zones un petit peu mixtes 4G, 5G. Voilà, et de pouvoir faire des téléconsultations et donc de pouvoir constater la différence et ce que pouvait nous apporter cette technologie. Alors sans rentrer dans des détails très techniques, mais on a vu un vrai gain à la fois en termes de latence déjà, même si on est sur de la 5G non standalone, mais également sur une qualité du flux et sur des pertes de paquets qu'on pouvait rencontrer parfois sur d'autres technologies. Donc un vrai gain, tout en sachant qu'aujourd'hui, chez Numérisat et dans le cadre de ce projet, on travaille déjà et on réfléchit déjà effectivement à des solutions qui peuvent amener la 5G standalone, notamment au niveau des débits dédiés, notamment au niveau de la sécurité, notamment au niveau de plein de choses qui concernent la médecine, puisque effectivement en médecine, on ne stocke pas, nous, actuellement, l'information ou la visioconférence sur place, on la transmet sans forcément, en ne l'enregistrant pas pour des raisons de confidentialité. Donc voilà, tout ça, donc ce flux et ces besoins voilà, sont typiquement liés à ce à quoi peut répondre la 5G dès à présent et dans les prochaines années. Voilà. Ok, merci. Donc la 5G pour répondre à une réelle problématique d'accès aux soins dans ces zones reculées. Donc on va passer à la séance des questions-réponses. Je vais récupérer la main sur... J'essaie de récupérer les questions. Je n'ai plus. Voilà. Les questions. Donc nous avons une question intéressante de Christophe. Le slicing règle la latence au niveau du réseau sans fil, mais ensuite les données passent par le réseau Internet pour aller jusqu'au serveur. Comment est-ce qu'on évite les problèmes de latence au niveau du réseau? C'est vrai que c'est une bonne question. C'est avec du edge computing qu'on peut y répondre. Ça peut être également par le partage qu'on pourra faire entre des données critiques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y en a des données critiques qu'on peut faire traiter localement et des données moins critiques qu'on peut faire traiter à distance sur des serveurs un petit peu plus éloignés. Et toujours pareil, le terme éloigné n'est pas forcément le bon, hein, mais voilà, sur des serveurs qui nécessitent des traitements un petit peu particuliers. Donc la réponse, c'est edge computing. De l'intelligence au plus près du lieu d'émission, du traitement, du lieu d'émission de la data. Ouais, ok. Moi, j'avais une autre question pour toi, Bruno. La couverture de la 5G aujourd'hui, on en est où? Alors, on en est où? Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est des réseaux qui mettent quand même plusieurs années à être déployés. Aujourd'hui, on a environ 1200 sites déployés en 5G côté Orange. La semaine dernière, on a ouvert la 5G sur Rodez. Donc voilà, donc
Ça se déploie, comme disait Philippe tout à l'heure, on a fait des tests aujourd'hui autour de Toulouse. Alors on a pas mal de couverture en 5G, évidemment, en proximité de Toulouse. Dès qu'on s'éloigne un petit peu, c'est un petit peu plus difficile. Mais localement, on a Castres qui est ouvert, on a Rodez donc, qui est ouvert, Montauban qui est ouvert, Tarbes qui est ouvert, Toulouse qui est ouvert. Voilà, prochainement, je pense que ça va être du côté d'Albi que ça va ouvrir. Bon, là, c'est un réseau qui se développe petit à petit. Voilà, il faut laisser un peu de temps au temps. Mais aujourd'hui, voilà, la dynamique est plutôt bonne. Et une fois de plus, c'est de la 5G NSA. Donc ça va relativement vite, entre guillemets, puisqu'on ne fait que déployer des antennes sur des réseaux existants. Est-ce que la 5G va supplanter la 4G à l'avenir, ou est-ce qu'on va avoir besoin d'une coexistence 4G, 5G pour Disons que répondre à tous les besoins? les technos se chassent un peu les unes les autres, c'est-à-dire que si on fait un petit peu retour arrière, on va commencer à décommissionner des réseaux 2G, 3G. Donc ce sont des réseaux qui ont une quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans. Donc ces réseaux-là, alors on ne va pas arrêter du jour au lendemain la commercialisation. Par contre, on va arrêter les déploiements. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de matériel, il y a de moins en moins de produits qui sont développés là-dessus. Donc progressivement, on va éteindre ces réseaux et la 4G fera partie, dans quelques années, une quinzaine d'années peut-être, de ces réseaux qu'on va être contraint d'éteindre, sachant qu'aujourd'hui, voilà, on ouvre le réseau 5G et il y a déjà, des experts qui sont menés sur la 6G qui a vocation à venir remplacer la 5G dans quelques années. Donc oui, le réseau 4G, il va encore durer quelques années. Encore, je ne me projette pas, mais parce que ça va tellement vite. Mais je pense qu'on a encore une bonne dizaine d'années à pouvoir travailler sur les réseaux 4G. Et puis les réseaux LoRa vont perdurer également. Voilà, il y a d'autres types de réseaux en termes d'IoT qui existent. Et ces réseaux-là, voilà, on ne les arrête pas du jour au lendemain. On va vivre ce qu'on vit aujourd'hui entre la DSL et le cuivre, par exemple. Oui. Quoi, la DSL et le cuivre, pardon, la fibre et le cuivre. Oui. Et moi, j'ai une dernière question. Est-ce que, à l'image de ce qu'on voyait sur le robot valet, qui essaie en fait de déporter toute intelligence sur le réseau, est-ce que finalement la 5G va pas rendre l'embarqué obsolète? On va chercher à déporter toute l'intelligence sur le réseau et de moins en moins on aura des systèmes embarqués intelligents. Je sais pas, peut-être ouais, Jean-Christophe ou Sylvain, si vous voulez répondre à partie robotique, c'est quand même plus votre sujet. Jean-Christophe à côté de moi. Oui, c'est une vraie question. Après, il y a quand même une partie sécurité et garantie absolue que l'information va pouvoir passer, qui va réclamer quand même qu'il y ait du calcul à bord. Par ailleurs, bon, les systèmes embarqués améliorent leur performance régulièrement, donc je ne pense pas qu'il va y avoir élimination de la puissance embarquée à bord par le réseau, mais coexistence, oui, probablement. Oui. D'accord. Alors, en ce qui me concerne, je sais pas, je vois pas. En ce qui me concerne, bon. Donc en ce qui me concerne, je pense qu'il est quand même important d'avoir de l'embarqué. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On n'est pas dans des univers, nous, qui sommes sécurisés. Donc, n'étant pas dans des univers sécurisés, on peut très bien avoir un réseau qui ne fonctionne plus, on peut très bien... on ne sait pas ce qui peut arriver, voilà, c'est tout. Donc, il faut qu'on ait un minimum de puissance ou de possibilité d'analyser de la data sur le robot, par exemple. C'est un impératif. C'est un impératif, c'est comme un plan B, quoi. Voilà. Et ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, c'est qu'il faut un service à minima. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Il faut un service à minima. Ouais. On le voit, pour revenir sur le sujet, on le voit sur les véhicules autonomes ou les véhicules embarqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la quantité d'informations qu'il faudrait embarquer dans un véhicule pour le rendre totalement autonome, elle est énorme. Donc, il faudrait embarquer de la batterie, il faudrait embarquer de la puissance de calcul.
et au final, on se retrouverait à trimballer des batteries et des unités de calcul plutôt que des passagers. Donc, il y a effectivement la part des choses, comme vient de le dire Sylvain, entre ce qui est nécessaire et qui est au plus près du véhicule et ce que je peux envoyer quelque part dans le cloud, hein, puisqu'en fait, on le sort. Et il y a un autre élément qui est important, c'est la sécurité en termes de, comme disait Jean-Christophe tout à l'heure, d'informations. Je ne veux pas qu'elles partent sur le réseau. On a des serveurs aujourd'hui, il y a des solutions de edge computing où les serveurs, ils sont au final chez le client, mais ils ne sont pas connectés sur le réseau Internet. Et là, on fait un partage de flux entre ce qui peut partir sur le réseau, ce que je peux partager, ce que je veux garder chez moi. Et quand je dis chez moi, ça peut être au sein de mon entreprise ou ça peut être à proximité de mon entreprise. Donc voilà, il y a plein on va dire, de configurations possibles en fonction des usages, en fonction des paramètres de sécurité, de confidentialité, de réactivité des machines. Très clair. Donc je vois d'autres questions qui sont en train d'arriver. Les gens sont en train d'écrire. Moi, j'avais peut-être une dernière question au niveau du slicing. Si on a un besoin immédiat en haut débit et latence, est-ce que j'imagine c'est quelque chose qui est gérable hein, sur cette techno? Oui. Ouais. Sur le slicing, après, voilà, un véhicule connecté, voilà, c'est du haut débit, c'est de la très faible latence. Parce qu'il y a énormément d'informations à passer et parce que on ne peut pas se permettre de prendre du temps. Dans le slicing, il y a un élément qui est important tout à l'heure. Il y a plusieurs intervenants qui ont fait référence, c'est la disponibilité sur le réseau. Sur la 5G, quand je vous disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas faire de la voix, on pourra faire de la voix. Évidemment, ce n'est pas natif voix, mais on sait faire de la voix. Et le slicing va permettre, par exemple, de réserver de la bande passante sur un réseau 5G pour, par exemple, des services d'urgence. Ce qui veut dire qu'en cas, par exemple, de catastrophe, en cas d'incident majeur sur un réseau, malgré le fait qu'un réseau 4G sera saturé parce que tout le monde va téléphoner, qu'un réseau 5G va peut-être être saturé, on aura par exemple les services d'urgence qui bénéficieront d'un slide qui leur garantira une bande passante certaine. C'est-à-dire que les pompiers, les SAMU, etc., malgré la saturation du réseau, auront cette capacité de pouvoir interagir les uns avec les autres parce que le slice, la fameuse carte SIM qui est dans le mobile, qui sera dans l'équipement à utiliser à l'instant T, sera tagué en tant que tel et le réseau les laissera forcément passer alors que le commun des mortels qui n'aura pas accès au réseau. Donc le slicing va permettre aussi de rendre disponibles des services de cette nature. Alors il y a une intervention très intéressante de Olivier Darac. Oui. Qui dit que en fait, les systèmes embarqués peuvent beaucoup progresser, accompagner l'essor de la 5G de façon économique. Je partage tout à fait ce point de vue. Je pense qu'au niveau, dans les systèmes embarqués, on pourra. Il y a beaucoup de progrès à faire dans l'économie. Bien sûr. Dans l'économie d'énergie, l'économie de la donnée. Et en fait. C'est tout le sujet qui est porté par Takisema sur le traitement des signaux. C'est clair qu'aujourd'hui, voilà, c'est un sujet parce que les fréquences, quand même, des ressources rares. Hein. Là, on parle d'un réseau sur lequel, voilà, il y a pas encore trop de monde, mais c'est vrai que l'approche d'Olivier sont particulièrement pertinentes sur le sujet. Ça ne sert à rien d'envoyer des choses que je peux faire traiter localement par le device en question. Et c'est vrai que moi, je suis gourmand. Me concernant, déjà, je payerai moins de data parce que faut pas perdre de vue, quand tout à l'heure je vous ai dit que les opérateurs avaient mis 1 milliard sur la table, un réseau 5G, à un moment donné, il va falloir faire du ROI avec, et il y aura des abonnements dessus. Donc moi, je suis gourmand à titre perso sur la sollicitation que je fais sur le réseau, mieux je me porte d'un point de vue économique, et plus je le rends disponible si je fais un petit peu d'altruisme vis-à-vis des autres utilisateurs sur le réseau, plus je le rends disponible aux autres. Donc oui, les approches où on intègre de l'intelligence au plus près de l'objet, c'est du edge computing dans le device, comme il disait l'autre jour Olivier. Donc voilà, c'est exactement ça. Quoi. Ok. Donc merci. On a beaucoup débordé.
Oui. Mais j'avais prévenu, hein, je suis un gros bavard, j'avais prévu. Mais le sujet est intéressant. Merci à tous. Et je remercie Bruno hein, et puis nos intervenants, Jean-Christophe, Sylvain, Patrick, qui se sont prêtés au jeu. C'était très intéressant. Je vais partager mon écran. J'ai encore quelque chose à vous présenter une dernière fois. Voilà. Est-ce que j'ai la main? Ça, c'est pas ce que je voulais faire. Non. Tac. Voilà. Donc, nous avons passé le jeu des questions-réponses. 28 juin. Voilà, je voulais vous parler de la date du 28 juin. Un événement présentiel sur le site d'Orange, sur le campus d'Orange à Balma. Donc là, on lance l'événement. Toujours autour de la 5G. Il y aura des présentations d'entreprises du spatial, par exemple, qui nous présenteront leurs solutions, des institutions qui nous parleront de leurs projets, des labos qui sont en cours autour de la 5G, des projets très intéressants. Il y aura une visite du 5G Lab dans les locaux. Voilà, donc retenez cette date. On vous y attend. Vous recevrez des mails, un mail pardon, de participation pour vous y inscrire. Voilà. Donc c'était Frédéric, si tu le permets, simplement, ça veut dire voilà, je pense que vous serez nombreux. On organisera aussi une visite du campus parce que vous verrez, au-delà du 5G, qui est une toute petite partie du campus, c'est avec chaque fois beaucoup de plaisir que, en tout cas, moi, je fais visiter le campus. Parce en fait, on vient d'environnements qui ne sont pas du tout ceux que vous aurez possibilité de voir. On a fait énormément de changements dans notre façon de travailler. Et je pense que ça peut être, alors avec beaucoup de modestie, d'humilité quand même, hein, ça peut être assez inspirant sur certains aspects. Donc voilà, je vous invite à venir nombreux à répondre présent à cette manifestation que l'on va monter avec l'agence Ad-Hoc. Il y a plein de sujets, je pense, sur lesquels on pourra revenir. Oui. Parfait. Merci à tous. Merci à tous. Merci Bruno, Merci à vous. Merci tout le monde pour votre intervention, c'était super. Je remercie aussi Sophie, Caroline de l'agence qui m'ont aidé à monter ce webinaire sur la partie logistique et com. Et je vous dis rendez-vous au 28 juin pour cette belle journée sur la 5G. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.